Espace TV, le 22h. Politiques et sociaux au dialogue récemment engagé par le secrétariat permanent. Le chef de file de l'opposition compte rencontrer les institutions républicaines pour faire des plaidoyers dans ce sens. Et puis, le gouvernement guinéen compte amener les PME, petites et moyennes entreprises évoluant dans l'informel à aller vers le secteur formel pour atteindre les résultats des performances sollicitées par le chef de l'État. Un centre de gestion agréé vient d'être ouvert à Matoto ce mercredi. Avec la saison des pluies, plusieurs quartiers de Conakry sont exposés à des risques d'inondation. Les causes sont souvent dues à la mauvaise urbanisation dans la réalisation de certaines habitations qui obstruent le passage des eaux. Dans ce journal, nous ferons donc un constat dans certains quartiers, notamment Yimbaya Taniri avec Mamadou Saliouba. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 22h sur Espace TV. Je vous le disais tout à l'heure, le chef de file de l'opposition invite au dialogue tous les acteurs politiques et sociaux. Pour cela, il compte rencontrer les institutions républicaines, les représentations diplomatiques et la société civile pour faire des plaidoyers. Ce mercredi, Mamadou Sile et son cabinet ont rencontré les représentants de la CEDEAO en Guinée. Al-Sidi Bari, Ibrahim Assouma pour le compte rendu. C'est une prise de contact qui a duré une vingtaine de minutes. Le chef de file de l'opposition et son cabinet sont venus expliquer leur rôle dans le développement du pays à la représentation de la CEDEAO en Guinée. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la rencontre avec les représentations diplomatiques et les institutions républicaines. On est là, c'est pour critiquer tous ces combats que ça ne va pas dans le pays. C'est ça que la loi même nous a conféré. Et assortir des solutions aussi. Il ne faut pas critiquer seulement, mais il faut aussi proposer la solution. On l'a expliqué que c'est une opposition qui n'est pas violente, qu'on n'est pas violent, ce qu'il a beaucoup apprécié, parce que aussi qu'on a une opposition qui prône le dialogue. Le dialogue, c'est ce qu'appelle de tout son vœu Mamadou Silla. Le représentant de la CEDEAO en Guinée salue cette volonté du responsable de l'UDG. Il s'engage à transmettre le message acquis de droit. C'est une visite courtoisie. Nous sommes une organisation qui représente les 15 États. Notre rôle, c'est de faciliter s'il y a quelques problèmes qui est notre fonction de faire. On ne va pas faire une déclaration politique parce que nous ne sommes pas une organisation indépendante politiquement parlée. Donc, Monsieur le Président, chef de file de l'opposition est venu chez nous. On a l'écouté. On a pris bien la note et après, on va faire ce qui est nécessaire. Mamadou Silla compte poursuivre ses visites dans d'autres institutions. Malgré les efforts fournis par le chef de file de l'opposition et son cabinet, l'homme n'a toujours pas reçu son budget de fonctionnement. Et lors des dernières visites des présidents étrangers, Mamadou Silla n'a pas été convié à prendre part à leur réception. Comment amener les petites et moyennes entreprises à quitter le secteur informel vers le secteur formel? C'est une question qui préoccupe les départements de l'économie, une préoccupation qui s'ajoute aux résultats de performance sollicités par le chef de l'État. Alors, les responsables des finances favorisent l'ouverture des centres de gestion agréés comme celui de Matoto ce mercredi, ce qui n'est pas anodin. L'initiative consiste à l'élargissement de la base fiscale. Djibril Ba, Kouriabo Kourouma. Depuis l'entame de la 4e République, l'État tous azimuts favorise la mobilisation des ressources internes. Pour réussir, de nombreuses alternatives sont utilisées pour une économie soutenue. Convaincre des entreprises à se formaliser n'est pas un exercice aisé, mais les départements de l'économie s'évertuent à créer des centres de gestion agréés. Cela, selon le ministre du Budget, offre la possibilité d'avoir accès au crédit. Parce qu'il n'y a pas de développement économique sans l'intervention du secteur bancaire en termes de financement. Toute entreprise qui est financée légalement dans les conditions requises en la matière, ce sont des entreprises qui prospèrent. Jusque-là, certaines communes ne sont pas dotées de centres de gestion agréés. Désormais, Matoto entre dans le giron de la transformation économique et sociale souhaitée par le président Condé.
que la formalisation dont il est question aujourd'hui représente beaucoup plus d'opportunités pour leur croissance que des contraintes que certains peuvent soulever et qui constituent la crainte à passer de l'informel au secteur formel. Les partenaires à la Guinée apprécient la démarche. Ils sollicitent plus de détermination pour une meilleure performance dans la mobilisation des ressources. C'est conscient de cette potentialité que le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, a fait de l'objectif de doubler les recettes de l'horizon de 2022 une priorité de son action. Les contrats de performance avec les régies ont suivi et les efforts sont en cours. À date, 3 centres de gestion agréés sont créés. Le processus va continuer, promet le ministre Ismaël. Le 17 mai de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'hypertension artérielle. En Guinée, elle a été célébrée en différé ce mercredi 23 juin 2021 au chapiteau du jardin du 2 octobre de Conakry. Elle a connu la présence de tous les responsables des structures sanitaires du pays. Antoinette Dédéonevogui, Djibril Kabak Kamara. L'hypertension artérielle, cette maladie qui touche des milliers de personnes à travers le monde, mais plus particulièrement celles dans les pays en voie de développement. La Guinée est aussi touchée par un pourcentage un peu bien élevé. Selon des statistiques, plus de 10 millions de décès dus à cette pathologie sont enregistrés par an, soit plus que le coronavirus. Cet événement, qui a coïncidé au lancement des activités de l'ONG, Association d'aide aux personnes malades cardiaques Guinée, a été une occasion pour les professionnels de la santé réunis à cet effet de procéder au dépistage gratuit des citoyens. Il leur a aussi été donné de sages conseils afin d'éviter des complications liées à cette pathologie. Si rien n'est fait, à l'horizon 2025, ce chiffre pourrait passer à 1,5 milliard de sujets atteints, en raison du vieillissement de la population, du changement de mode de vie et des habitudes alimentaires. En effet, l'hypertension est à l'origine de près de 10 millions de décès par an, soit plus que les décès causés par la tuberculose, le paludisme, le VIH-Sida et la COVID-19 réunis. La coordinatrice de l'AMGI a d'abord exposé quelques statistiques concernant cette maladie, avant de rappeler le rôle de son ONG qui vient de voir le jour dans cette lutte. C'est pour faire face à cette situation qui interpelle chacun de nous que l'ONG Association d'aide aux malades cardiaques a été créée pour apporter sa contribution dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires dans notre pays à travers des actions concrètes. Pour le représentant du ministre de la Santé, l'heure n'est plus à la réjouissance, mais plutôt à la pose des actes concrets. Le gouvernement, sous la conduite du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a décidé de faire en sorte que les maladies non transmissibles soient prises en compte dans notre politique nationale. En témoigne la création du programme national des maladies non transmissibles, dont l'hypertension artérielle en est une composante importante. À rappeler que l'hypertension artérielle est une maladie qui tue en silence, car souvent, elle n'entraîne ni signes avant-coureurs, ni symptômes. La consommation excessive du sel, le tabagisme, abus d'alcool, l'inactivité physique sont quelques facteurs qui favorisent cette maladie. L'atelier national de collecte et de validation des données de l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d'action de la sécurité sanitaire a pris fin ce mercredi dans la préfecture de Koya. Durant 3 jours, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan d'action de sécurité sanitaire ont évalué les activités menées et validé les nouvelles planifications pour les prochaines étapes de riposte en Guinée. Alcini Kamara, Ali Badra Kamara ont assisté à la clôture. Voici leur compte rendu. C'est un plan d'action de sécurité sanitaire qui vient d'être restructuré par des acteurs socio-professionnels du système sanitaire. Durant 3 jours, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan d'action ont évalué les activités réalisées dans les 19 secteurs du domaine de santé en Guinée. L'objectif est d'évaluer les capacités de sécurité sanitaire guinéenne, conformément au règlement international de l'Organisation mondiale de la santé, afin d'améliorer le système sanitaire au pays pour le compte de l'année en cours et les 2 dernières années. Le plan d'action national de la sécurité sanitaire, aussi c'est un outil qui nous permet d'évaluer
nos capacités du règlement sanitaire international. C'est à travers ça qu'on améliore le système sanitaire au niveau de tous les États membres de l'OMS. Et maintenant, à l'issue de ça, cet outil, le plan d'action national de la sécurité sanitaire, a les 19 domaines qui sont inscrits. Après 3 jours d'évaluation des activités du plan d'action de sécurité sanitaire, plusieurs recommandations ont été faites par des participants. Des recommandations assorties des insuffisances identifiées dans la mise en œuvre du PANX. Ces 3 jours ont permis non seulement à la suite d'une collecte de données qui a été réalisée par des consultants qui ont été mobilisés par l'OMS, de collecter les données en ce qui concerne les 19 domaines, mais il appartenait aux différents points focaux des différents sectoriels de venir valider ces données techniquement. Et dans cette validation, on a pu savoir quels sont les niveaux de score de la Guinée aujourd'hui. À la base des activités évaluées dans les 19 secteurs du domaine de la santé en Guinée, les participants ont à l'unanimité validé des nouvelles stratégies du plan d'action de sécurité sanitaire. Le PANX nous a permis d'identifier des défis. Par rapport à ces défis, il y a d'abord une insuffisance de suivi des activités. Et ensuite, dans le contexte Covid, pratiquement il y a eu des activités qui n'ont pas pu être honorées compte tenu de cette pandémie Covid. Après les activités d'évaluation et de validation des prochaines planifications du plan d'action de sécurité sanitaire, les participants ont sollicité la mise en place d'un comité de suivi des activités réalisées par des acteurs étatiques ainsi que les partenaires du système de santé. Environ 800 pêcheurs artisanaux, femmes transformatrices et marieuses travaillent sur le site de débarquement et de transformation de Kouléondi dans la commune de Kaloum à Conakry. Elles doivent quitter la zone qu'ils utilisent depuis des ans. La semaine dernière, les forces de sécurité sont allées sur le site sans prévenir et demander aux pêcheurs de quitter les lieux. Aujourd'hui, ces travailleurs ne savent plus à quel sens se vouer. Ils demandent aux autorités de les aider à avoir de la place. Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré. Situé en plein cœur de Kaloum, le port de Teminetaï a été cédé par les autorités à des agents immobiliers pour l'extension de l'hôtel Noum. Les premiers occupants, les pêcheurs artisans, pour la plupart, ont été sommés de déguerpir. Et toutes les promesses qui leur ont été faites n'ont jamais été tenues. Un seul jour, ils nous ont demandé de quitter ici. On les a vus mettre des croix sur toutes nos maisons. On a cherché à savoir le motif, parce qu'on n'a pas où aller. Ils ont promis de faire des hangars pour nous, mais jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Ils nous ont dégagés là-bas et nous sommes aujourd'hui sans place. Pas de hangar et l'endroit où nous sommes venus rester, ils veulent nous chercher ici, en cette saison des pluies. Environ 800 pêcheurs artisans, femmes transformatrices et marieuses travaillent sur ce site de débarquement qu'ils occupent depuis bientôt 30 ans. C'est moi qui suis l'imam du port, je suis là depuis 30 ans maintenant. Mais quand cette affaire d'hôtel Noum est venue, ils nous ont dit de quitter sans motif. Ils devraient faire des hangars pour nous, mais rien n'est fait. Aux femmes marieuses, le département des pêches et de l'économie maritime a demandé de transférer leur activité sur un autre site. De même que les pêcheurs qui n'ont jamais été relocalisés, c'est dans ces pirogues de fortune qu'ils passent leurs jours qui deviennent de plus en plus sombres en attendant qu'une solution définitive ne soit trouvée à leurs problèmes. Un beau matin, le chef de quartier est descendu ici avec des pick-up. Le chef de quartier était militaire pour nous dire de quitter les lieux. Qu'il a donné 200 millions pour pouvoir partir quelque part arrangé. On l'a dit qu'on ne peut pas partir avec les 200 millions arrangés. S'ils peuvent donner ça à une société pour nous aider là, d'accord, bien eux-mêmes ils peuvent remplir quelque part là-bas. Ils disent qu'ils sont prêts à quitter, mais ils demandent à l'hôtel Noum de réaménager le coin, d'achever le travail qu'ils ont commencé. Les pirogues, on ne peut pas prendre la pirogue et aller à la maison. Les pirogues doivent être protégées. Il n'y a pas de digue ici. S'il y avait des digues, ça leur permettait de gazer leurs pirogues en cas de vent pour que les pirogues puissent être protégées. Au département des pêches, le secrétaire général joint au téléphone a donné les raisons de cette expulsion. Cette partie où travaillaient les femmes
appartient à l'État qui a établi un bail de 60 ans avec l'hôtel. Les pêcheurs du port de Teminetaï demandent aux autorités de tutelle de respecter leurs paroles données. Circulation routière perturbée ce matin au kilomètre 36 dans la préfecture de Koya. À l'origine, un camion transportant un conteneur s'est renversé sur la chaussée, bloquant toute circulation. Le système de freinage et les mauvais états du camion seraient à la base de cet incident qui s'est déroulé dans les environs de minuit. André Mossier Milmono, Ibrahima Souri Kamara pour le constat. La route qui relie Kuntia au kilomètre 36, systématiquement coupée en deux par ce conteneur de 42 pieds, chargé de cartons de ciment. Conséquence, des centaines d'usagers de ce tronçon vivent un véritable calvaire. Après son constat, le commandant de la sécurité routière de Koya explique. D'après nos constats, nous avons vu que le véhicule était vraiment en la difficulté de freinage et il y a eu recul. Parce que nous avons vu que le véhicule n'était pas aussi comme ça. Le véhicule n'était pas en bon état et il a reculé. Ce qui a fait que le conteneur a sursauté et il a barré complètement la chaussée. L'incident a occasionné un énorme embouteillage de Kuntia à Sanoya. Les véhicules en partance pour Koya sont obligés de rebrousser chemin. Et ceux qui quittent Sanoya pour la ville remontent vers la route Le Prince. D'autres conducteurs sont carrément bloqués. Nous avons essayé d'abord de mettre ici pour permettre aux véhicules de bien circuler. 1, 2, nous avons essayé d'abord d'appeler en contact avec le propriétaire du chauffeur. Le chauffeur a immédiatement appelé le syndicat du port autonome. Ils sont maintenant mis en route ici. Le conducteur du camion a été arrêté et serait à la disposition de la police. Hors micro, un agent nous a confié qu'il est du ressort de l'État de revoir la situation des gros porteurs dans la circulation. Au moment où nous quittions les lieux, une grue s'apprêtait à déplacer le conteneur pour permettre la fluidité de la circulation. Nous restons toujours dans la zone de Koya pour dire que plusieurs quartiers de la commune urbaine, autrefois enclavés par manque d'infrastructures routières, vont bientôt terminer leur calvaire. La mairie vient de bénéficier de 2 ponts auprès des partenaires dans le but d'améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Bernard Kondono, Yacouba Traoré pour le compte rendu. C'est une infrastructure qui vient réduire le calvaire des habitants des quartiers kilomètres 54, Doumbouya et plusieurs autres dans la préfecture de Koya. Pour rallier le centre-ville de la commune urbaine, ces citoyens parcouraient plus de 2,5 km, parfois même à pied. Nous n'avons pas de route. Pour aller revendre nos produits en ville, il nous faut emprunter des motos. Mais si nous avons un pont, nous aurons l'accès facile à la ville. C'est ce pont qui nous fatigue. En cas de pluie, toute la zone est inondée. Après plusieurs années de calvaire et de démarches auprès des bonnes volontés, la mairie bénéficie de cet ouvrage à travers des partenaires au développement. Cette concrétisation est le couronnement des négociations ardues et également des nombreux efforts déployés ici et là par la préfecture, le conseil communal, les bus du terroir et les partenaires au développement auxquels nous tenons à adresser nos sincères remerciements. Venu présider le démarrage des travaux, le ministre Kiridi Bangoura, un des fils de la localité, a remercié les partenaires qui ont bien voulu réduire la souffrance des communautés. Ce projet vise à désenclaver les quartiers sud-est de Koya, où parfois les femmes font 2,5 km pour avoir accès au centre-ville. Alors qu'avec la réalisation de ces 2 ponts, la distance va passer de 2,5 km à 300 mètres seulement. C'est extrêmement important. Vous avez vu le nombre d'élèves qui sont concernés par ce projet, qui en forte saison doivent traverser ce pont avec le risque de tomber dans l'eau, dans le fleuve, et qui vont être tous rassurés et garantis dans leur scolarité. Un deuxième ouvrage est également prévu au centre-ville de la commune urbaine dans le même but, réduire le calvaire des populations de Koya.
Dans le but de rendre les programmes d'enseignement supérieur et technique de qualité, le programme du département de traitement métallurgie de l'Institut des mines et géologie de Bouquet a été évalué ce mardi dans l'enceinte du dit institut par un expert évaluateur de l'Autorité nationale d'assurance qualité. C'est une option du ministère de l'enseignement technique qui vise à répondre aux exigences et aux normes internationales. Reportage Mamadou Pete Diallo, Essatoke Soyalo, Salifou Lifosissé. Un programme de qualité et des cadres aguerris sont les ambitions de l'Autorité nationale d'assurance qualité, l'ANAC, qui contrôle et évalue les programmes d'enseignement supérieur et technique. L'année passée, l'Institut des mines et géologie de Bouquet a soumis 4 programmes, 3 ont été évalués et 1 a été accrédité. Le seul non évalué a fait l'objet d'une rencontre. Et le programme de traitement n'a malheureusement pas pu être évalué par manque d'experts internationaux. En tout cas, ce sont les retours que nous avons eus de la part de l'ANAC, parce que le processus est assez rigoureux, l'ANAC, parce qu'on nous a une fois invité à l'ANAC pour nous vraiment expliquer comment est-ce que ça se passe, le processus d'évaluation. Et il faut que les experts qui évaluent non seulement soient compétents dans le programme qu'ils vont évaluer, mais également qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que l'évaluateur n'ait aucun lien avec le programme ou l'institution où il va venir évaluer. C'est-à-dire qu'il n'est jamais enseigné dans cette institution-là, qu'il n'ait pas de proche pour que réellement sa décision soit vraiment objective, ne souffre d'aucune influence. Les défis de l'ANAC, c'est d'évaluer les 800 programmes répertoriés dans l'enseignement technique et supérieur. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a déjà des agents évaluateurs qui mesurent l'ampleur de leur mission et l'importance d'un programme technique. Quand on ouvre un programme, il faudrait que ce programme soit fixé dans les normes nationales et internationales. Si notre formation n'a pas une qualité qui répond aux normes internationales, nous évoluons par défaut. Or, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par le canal de l'ANAC, l'Autorité nationale d'assurance qualité, a mis en œuvre pour évaluer tous les programmes afin de les accréditer. Le traitement métallurgie est le programme évalué par l'ANAC, un fait qui réjouit le directeur général adjoint des études de l'Institut supérieur des géomines de Bouquet. C'est de la nouveauté, parce qu'aller vers la qualité est notre objectif à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bouquet. Nous voudrions, si en tout cas on a la chance, accréditer tous les programmes. Nous avons 4 programmes de licence et un programme de master. Au jour d'aujourd'hui, les licences sont déjà en candidature pour la qualification de nos systèmes d'enseignement. Étant un département important, il serait souhaitable qu'il soit accrédité parce qu'il est unique en Guinée. Mais accréditation ou pas, c'est les éléments de preuve qui donneront les résultats après l'agent évaluateur. La commune rurale de Kouramangui, préfecture de l'Abbé, fait son adieu à l'obscurité. Les ménages et les ateliers sont desservis 24 heures sur 24 à travers des centrales solaires installées par le programme PEGI, Petite électricité hybride en Guinée, sous le financement de la Fondation Énergie pour le Monde, FONDEM. C'est dans le cadre de sa promotion pour l'accès à l'énergie renouvelable au monde rural que Kouramangui a bénéficié de son appui. L'inauguration des installations a eu lieu ce jeudi 17 juin à l'Abbé en présence des autorités régionales et préfectorales et les populations bénéficiaires. Alpha Ousmane Ba. Il y a un an et demi maintenant, depuis que les populations de Kouramangui ont de l'électricité sans la moindre rupture dans leur ménage. Sous le programme PEGI, Petite électricité hybride en Guinée, c'est acquis est l'œuvre de la FONDEM, Fondation Énergie pour le Monde, qui donne accès à l'énergie renouvelable au monde rural dans les pays du Sud depuis plus de 30 ans. La coopération française qui s'appelle la FONDEM, l'énergie pour tous. Donc ils sont venus chez nous. Nous sommes bénéficiaires de cette joie. Cette chose-là, vraiment, c'est une fierté pour toute la Kouramangui. Chacun utilise l'électricité ici. Certains ont des frigos, d'autres rechargent leur téléphone et vont jusqu'à s'éclairer avec les lampes électriques. Au-delà des ménages, dans le monde artisanal et le secteur du commerce, l'électricité fait l'affaire de tous, avec un coût très économique et garanti. Ils rechargent selon leurs besoins pour travailler.
Au moment où nous utilisions le groupe, on consommait entre 10 et 12 litres, de 8h à 20h. Maintenant, c'est un soulagement. Depuis l'arrivée du courant chez nous, c'est prépayé. Tu achètes selon tes besoins. C'est la paix du cœur vraiment. Nous pratiquons notre métier à souder sans aucun problème. Tout va bien. Nous prions que toute la Guinée soit aidée de cette façon. Nos repas pourrissaient, faute d'électricité. Nous n'avions rien de glacé. On préparait des sauces juste pour le besoin du jour. À défaut, tout pourrissait. Avec le courant solaire, maintenant nous avons la possibilité de conserver pendant longtemps. Nous vendons des produits frais. 4h/24. L'énergie consommée à Kouramangil provient de 3 centrales. La plus grande est installée à Kouramangil Centre avec une capacité de 40 kW. La deuxième à Bouroudji avec 20 kW. Et la troisième qui produit 15 kW à Ngueria. Et les abonnés sont catégorisés selon la consommation. Le secteur 1, c'est celui-là qui a la possibilité de charger le téléphone et d'avoir l'éclairage. Son kilowattheure, lui, achète à 3500 francs. Le secteur 2, c'est celui-là qui a les moins. Tu trouveras celui un poste téléviseur, des imprimantes, des frigidaires. Son kilowattheure, lui, c'est à 4500 francs. Il achète le kilowattheure pour les 24 heures. Le service 3, c'est pour les revendeurs, les boutiquiers. Là, ils ont 3000 kWh les 24 heures. Leur achat, c'est 5500 francs le kilowattheure pour les 24 heures. Ils n'utilisent que des congélateurs. Donc le service 4, ça ce sont les forgerons, les artisans en principe, les soudeurs. L'histoire retiendra que c'est le 17 juin 2021 que le programme PEGI, Petite électricité hybride en Guinée, a été officiellement inauguré à Kouramangil et réceptionné par les autorités régionales et préfectorales de l'Abi. Du sport, à présent, le camp de basketball initié par la Fédération guinéenne de basketball et la star de la NBA, Hamidou Diallo, a pris fin ce dimanche au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Le joueur de Détroit a partagé son expérience avec les jeunes basketteurs guinéens pendant 2 jours. Moustapha Kourouma, Mamadou Bouiba et Aliouba pour plus de détails. Du 18 au 20 juin, les amoureux de la balle orange ont côtoyé Hamidou Diallo. La formation a eu lieu au Palais des Sports et à la blouson de Kaloum. On a initié les jeunes déjà au basketball. Ensuite, les superstars de la NBA sont venus, Sekou Hamidou, pour encore inspirer la jeunesse. Donc comme je vous l'ai dit, la NBA c'est la sommité du basketball sur le plan mondial. Le but de ce camp vise à inspirer la jeunesse guinéenne à emboîter les pas de Hamidou Diallo. Elle a le talent qu'il faut, assure le président de la Fédération guinéenne de basketball. Oui, totalement atteint, c'est visible. L'idée c'est ça, c'est d'inspirer la jeunesse guinéenne, les amener à travailler et pour les amener à savoir qu'ils peuvent devenir aussi des Hamidou Diallo, qu'ils peuvent devenir Sekou Doumbouya. Donc je pense qu'aujourd'hui on fait du très beau travail sur Conakry. Sekou Doumbouya, son coéquipier en club, qui avait aussi animé un camp quelques semaines plus tôt, est venu soutenir le projet de son compatriote. Ils n'ont pas rejoint le Sili national, mais leur présence sur le sol guinéen a tout son pesant d'or. Le fait déjà qu'ils soient à Conakry déjà montre leur bonne volonté. Vous dire qu'on va aller petit à petit, c'est des joueurs qui ont des contrats, donc ça ne se joue pas de cette façon, ça se joue doucement. Bon, totalement heureux, hein. Je pense qu'on termine en apothéose et c'était l'objectif recherché. On a vu les jeunes de Guinée sont en liesse. On s'est battu depuis plusieurs années pour les apporter du rêve à Conakry. Et moi, aujourd'hui, je suis un président comblé, tout simplement. La cérémonie de clôture a connu la participation de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Les amis du basketteur venus des États-Unis, la star de la NBA, devra continuer sur Mamon pour lancer des projets humanitaires avant de rentrer aux États-Unis. À présent, la rubrique Notre angle avec la saison des pluies. Pourquoi à Conakry, certains quartiers sont en proie aux inondations? Pour répondre à la question, acceptez de faire un tour à Yimbayataneri, un quartier de Matoto où il est difficile, voire impossible, d'éviter les eaux de ruissellement. Mamadou Saliouba, Djibril Kabak Kamara. À première vue, c'est le quartier où rien ne semble inquiéter les habitants. Le quartier où les eaux de ruissellement circulent sans encombre.
Nous sommes à Yimbaya Taneri, dans la commune de Madoto, et il nous a fallu que quelques minutes pour comprendre que dans ce quartier, il faut avoir peur de l'eau qui coule. Ici, quand il pleut, certaines personnes, comme Aïssa Vani, passent tout le temps à balayer. Tu as vu, à commencer par là, jusque de l'autre côté, tous ces endroits sont envahis par les ordures. Parfois, je me réveille à 5 h, 3 h ou 2 h du matin pour balayer. Sa maison, à proximité d'un caniveau, est le lieu de rencontre de toutes sortes de déchets. Et quand elle les ramasse, elle fait comme tout le monde, c'est-à-dire les mettre dans le courant d'eau ou dans cette poubelle. Quand il pleut, je ramasse les ordures pour les mettre dans le courant d'eau et ça part avec. Les ordures sont trop. La poubelle se trouve sur le chemin des eaux de ruissellement. Quand il pleut, certains déchets suivent le courant d'eau, d'autres obstruent le canal. Il est interdit d'y mettre des ordures, mais qui regarde la notice? À quelques mètres de là, ce caniveau déverse tout dans la rue. Pour y faire face, certains se préparent, fortifient les caniveaux et les murs. Avec les eaux de ruissellement, c'est chacun pour soi. Et ce canal, plus on le suit, plus il se rétrécit et l'eau sort de son lit. Avec la pluie du dimanche dernier, l'eau est entrée jusque dans le garage. Avec l'aide des enfants, on a pu stopper l'eau, sinon elle allait entrer dans les chambres. Là où nous sommes arrêtés, quand il pleut, personne ne peut y rester. Elle a le cœur serré à chaque fois qu'il pleut. Mais d'autres sont encore plus touchés, car à partir de là, il n'existe aucun caniveau. Alors, les eaux de ruissellement se sont frayées ce chemin. Tout en bas de la colline, ils sont envahis par les eaux de ruissellement. Nous avons mis ce mur contre l'eau, mais quand il pleut, l'eau déborde et entre jusque dans nos chambres. Il va falloir que les enfants se lèvent pour nettoyer. Nous avons peur. L'eau risque de détruire nos maisons. Personne ne nous aide, même les responsables du quartier, personne. La mère de famille est désarmée. Toutes ces alternatives sont insuffisantes. À Yimbaya Taneri, comme dans beaucoup de quartiers qui souffrent du problème d'urbanisme, la saison pluvieuse est une grande menace. Un reportage signé Mamadou Saliouba, Djibril Kaba Kamara. C'est cet élément qui met fin à ce journal coordonné par Mamadou Kalissou et l'ensemble de la rédaction. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé et Cheikh Oumar Kaba. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.